Des tracteurs pour touristes dans la vallée des Rois à Luxor. Les Rois, ce sont désormais ces milliers de visiteurs. C'est une des destinations préférées des Français l'hiver, l'Égypte. Sur le Nil, 350 bateaux naviguent entre Luxor et Assouan. Et les charmes antiques des pharaons sont désormais à la portée de tous. Sur Internet, on trouve de tout, des séjours balnéaires, des croisières de 300 à 600 € la semaine, vol compris depuis Paris. Nous avons réservé l'une de ces offres, comme de simples touristes. 599 € par personne, 8 jours 7 nuits, sur un bateau 4 étoiles. C'est le deuxième bateau à partir d'ici. Vous allez au premier bateau, vous le traversez, et c'est le suivant. Je peux traverser ? Oui, oui, vous pouvez. Car le premier et le deuxième, ils sont comme ça, l'un à côté de l'autre. Première épreuve, localiser le bateau. Les navires stationnent bord à bord, à quelques centimètres les uns des autres. Et pas de chance, celui que nous recherchons n'est en fait pas le deuxième, ni le troisième, mais le dernier, le plus loin du quai. Comment les voyagistes peuvent-ils proposer une semaine à 600 €? Quels sont les secrets de fabrication de ces séjours? Et comment les tour opérateurs préparent-ils de nouveaux circuits pour attirer les clients les plus exigeants? Voici la cabine de notre petit palace tout confort. Sur les murs, la peinture est un peu défraîchie. Et le ménage n'a visiblement pas été fait ce matin-là avant de nous accueillir. À quelques centimètres de là, la salle de bain, pas de bac de douche ni de rideau, 4 étoiles, norme égyptienne. Très vite, notre groupe est convoqué par un guide égyptien qui va nous encadrer toute la semaine. En fait, le maître du bar, M. Raji, donc, vous pouvez vous adresser à lui pour commander vos boissons. Et il va passer après avec une fiche que vous allez signer avec le numéro de votre cabine. Vous allez régler les consommations à la fin du voyage. Ça se règle donc à la fin du voyage en liquide, s'il vous plaît. Ici, ils n'acceptent pas les cartes bancaires. Le prix du séjour est imbattable, 600 €. Mais les boissons sur le bateau ne sont pas comprises, pas même l'eau minérale. Elles sont vendues de 2 à 4 fois plus cher qu'en ville et il est interdit d'en rapporter à bord. Officiellement, comme les autres touristes, nous faisons un film de vacances. Sur le pont supérieur, c'est bronzage. Mais bronzage à même la mousse. Les matelas du 4 étoiles ont visiblement vécu. Et la piscine qu'on nous avait vantée est en fait une grande baignoire de 3 mètres sur 2. Vous avez choisi, vous? Non. Mais ce qui préoccupe les autres vacanciers, Moi j'hésite sur la montgolfière, les sons et lumières. ce sont les excursions. Car la croisière à ce prix-là ne comprend aucune visite. Il faut ajouter 130 €, soit un quart du prix du séjour. Et surtout, d'autres excursions sont encore en option. Ouais, j'ai discuté avec un collègue qui est parti en Égypte au mois de mai, il a fait les sons lumière de lui-même, ça lui a coûté 8 € le son lumière. Alors que là, c'est combien? 28. Des excursions plus chères que le tarif normal donc. C'est l'une des ficelles du voyagiste pour rentabiliser les séjours. Loin de l'affluence des croisières, à 1200 km au nord-ouest de Luxor, une route dans le désert. Sami Bailly est chef de marché chez Nouvelles Frontières, le plus grand tour opérateur français. Mais Sami, lui, n'est pas en vacances. On est à quelques kilomètres de l'oasis de Siwa. On est à 50 km de la Libye. C'est un oasis très peu fréquenté. Ça sort vraiment des circuits classiques. Et on compte bien le proposer à notre clientèle pour la prochaine saison. Pour dénicher de nouvelles destinations, tous les voyagistes européens s'appuient sur des correspondants locaux. Ouais. Ici, on est un peu au bout du monde. Encore quelques mètres. Le circuit a été préparé par Guillaume, un Français qui vit en Égypte. C'est la première fois que Sami, lui, vient ici. Je pensais pas que c'était si grand, hein. C'est gigantesque. On a des immenses lacs salés, entourés de palmiers. Là, en prenant un peu d'altitude, c'est géant, quoi. Ici, vous savez, sur l'appareil photo, là.
Ça, c'est le lac Zetoun. D'accord. Tu vois, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien. Donc pour venir à Induker, tu as vu, tu as mis quoi, 8-9 heures, hein, Ouais. c'est assez loin. On est, je dirais, très loin du tourisme industriel ou du tourisme qui va se canaliser sur la vallée du Nil. Siwa, c'est donc une autre Égypte. L'oasis a vécu longtemps refermée sur elle-même et protège jalousement ses traditions. Ses habitants, des Berbères, ont leur propre langue. Et dans les rues, les femmes entièrement voilées se détournent quand on les croise. Le séjour que Sami Bailly espère lancer, c'est un nouveau circuit aventure d'une dizaine de jours, C'est là. pour des petits groupes de 15 personnes. En effet, c'est pas loin. Mais Sami doit tout repérer, d'abord trouver où faire dormir ses futurs clients. Tu vas voir, c'est pas mal, ce sont des bungalows. Bon, c'est génial cette palmeraie là. Salam alaikum. Vous prévenez les hôtels quand vous venez visiter comme ça? Alors, si on veut que le directeur soit là, il vaut mieux prévenir. Mais on n'est pas obligé de les prévenir. Hein. On n'est pas obligé de les prévenir. On se présente à l'accueil, on laisse notre carte, on dit Sami Bailly, nouvelle frontière. Et en général, toutes les portes s'ouvrent. Et ce matin-là, c'est d'abord la porte de la chambre B qui s'ouvre. Ça m'a l'air clean, hein. C'est tout blanc, tout propre. Alors c'est clean et plutôt bien refait. Voilà, j'ai l'impression que ça donne ça. La literie. La literie a l'air nickel. Il manque pas de latte. On a la petite terrasse qui va bien, qui donne toujours dans la palmeraie. À première vue, l'établissement plaît aux professionnels. Bon, la salle de bain, qu'est-ce que ça donne? On a ce qu'on appelle les produits d'accueil, là. Sanitaire, c'est le plus important. Les produits d'accueil? Les sanitaires, ouais. Ah, les sanitaires, c'est primordial, c'est le meilleur indicateur qu'on ait sur la propreté de l'hôtel. Hein. Donc, lavabo, vérifier qu'il y ait de l'eau chaude, les toilettes. Bon, là, les toilettes sont nickel. Hein. On est dans un oasis, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça fonctionne. Hein. La douche, c'est la surprise, en plus elle est fermée, attention. C'est un standard susceptible de plaire à une clientèle française? J'ai l'impression que ça manque un peu de charme. On n'a pas réellement l'impression d'être à Siwa, là. J'ai l'impression que tout est blanc, tout est propre, tout est impeccable. Il n'y aura aucun problème de qualité, mais on n'a pas l'impression d'être à Siwa. Qu'est-ce qui garantit qu'on vous a pas montré la meilleure chambre d'hôtel? Ah bah, d'en visiter d'autres, hein, c'est clair. On va être obligé de s'en faire d'autres. Hein. Bon, par contre, je suis pas hyper fan du canapé. Hein. On pourrait voir une chambre plus ancienne? C'est important. Toujours demander à voir les chambres les plus anciennes. C'est le petit truc de Sami pour Jojan Hotel. Bonjour, hello. Seulement voilà, au lieu d'une autre chambre, c'est au restaurant qu'on l'emmène. Donc on a la partie commune, restaurant. Et le lieu ne lui plaît pas vraiment. Ça m'a l'air comme ça un peu serré. Hein. Un peu serré. On peut jeter un coup d'œil aux cuisines? Elles sont ouvertes? Kitchen? Kitchen is open or... C'est que nous avons des nouvelles cuisines. Ce serait peut-être mieux de voir celle-là, non? Yes. Le directeur est un peu gêné. Et pour cause. La fameuse cuisine, la voilà. À mon avis, c'est beaucoup mieux que ce qui existe actuellement. Hein. D'accord. Bon. Tout est encore en travaux. Difficile d'amener ici des clients dès cet hiver. Ils seront prêts dans combien de semaines? Alors, dans 4 semaines. Vous y croyez? Pas une seconde. Mais Sami insiste. Il veut voir une autre chambre. This is the old one. Ok. D'accord. Donc c'est les vieilles chambres. Et cette fois, ce n'est plus du tout le même standing. Yes. C'est plus la même, hein. C'est plus la même, voilà. Ce qu'ils appellent les vieilles chambres. Alors là, c'est clair, on est... c'est quand même beaucoup plus petit, hein. Ça fait à tout casser 12 mètres carrés, quoi. Vous ne vouliez pas mettre vos kilos dans cette chambre? Non, c'est beaucoup trop petit, Enfin, on est quand même dans un endroit où on a besoin de vie, on a besoin d'espace. Ça va pas, non? Et la salle de bain... Catastrophe.
super limite. Non, c'est impossible. C'est rédhibitoire. C'est impossible. Rédhibitoire, non, il n'est pas question qu'on fasse quoi que ce soit ici. Le voyagiste doit donc trouver un autre hôtel pour ses futurs clients. Et justement, son correspondant a une petite idée. Un lieu d'exception qu'il veut absolument lui montrer. C'est vraiment un endroit magique. C'est un endroit magique, hors du temps. C'est une forteresse adossée à la montagne. C'est beau, hein? Un palais, créé de toutes pièces il y a à peine 10 ans par un milliardaire égyptien. Oh, c'est vraiment grand. À l'intérieur, le charme d'un luxe dépouillé. Parfait. Ici, il n'y a pas d'électricité. Tout est éclairé par des torches et des bougies. Yeah. Regardez, les meubles sont taillés dans des blocs de sel. Alors les lits sont sur pierre, incroyable. C'est du sel, du sel. Ah, du sel. C'est en sel. C'est génial. C'est comme un labyrinthe. Il y a des surprises à chaque coin. Étonnante salle de bain. Étonnante salle de bain. Donc une douche gigantesque. Toutes les pierres, le sel et la boue viennent de la région. C'est un peu comme si tout était né de sa propre terre. Là, je ne vais rien vous dire. Vous allez juste y pénétrer vous-même. C'est un endroit qui ne se décrit pas, mais qui se vit. Nice. I'll try. Ah, c'est très très étonnant. C'est une suite immense, sur 2 étages. Une suite très VIP où ont dormi par exemple le prince Charles ou le colonel Kadhafi. Combien ça vaut une chambre double ici? Le prix, c'est 493 $. Oh, c'est assez cher. Oui, mais tout compris. All inclusive. 493 $, c'est trop cher pour votre produit? Et non, c'est pas trop cher. 493 $, c'est le prix public. Donc ça nous fait à peu près 300 €. Et 300 € qu'on va essayer de négocier pour nos clients parce qu'on est tour opérateur et on devrait accéder à une réduction importante, ce qui nous permettra de... Enfin, j'ai bon espoir d'arriver à les installer ici pendant leur séjour à Siwa. Samy espère une réduction d'au moins 30%. La négociation n'aura pas lieu devant notre caméra. Retour dans la vallée du Nil, sur notre bateau 4 étoiles. 24 heures après notre arrivée, étonnamment, les bateaux n'ont pas quitté le quai. On nous emmène vers notre première visite, le temple de Karnak, un des joyaux de l'Égypte antique. Salam. Au milieu des autres groupes, notre guide tente de se faire entendre et de nous initier aux hiéroglyphes. Ça veut dire, c'est lui qui est fort par la justice du dieu Ra qui est choisi par le dieu Ra. Et au cours de la visite, les autres passagers se laissent aller à quelques confidences. Le bateau n'est pas du tout à la hauteur. À nous, hier soir, on était un peu démoralisés, hein, on était un peu, assez déçus. On savait que ça ne serait pas du luxe, on nous avait prévenu, mais on pensait quand même, parce que là, c'est même pas, c'est limite, hein, les peintures, tout ça. Franchement, il y a des trucs qui sont vraiment limites. Quand j'ai voulu me rafraîchir un peu avant le petit-déj, mais j'ai pas pu, il n'y avait pas d'eau, honnêtement. La piscine, moi j'appelle pas ça une piscine. Je savais que ce serait petit, mais là quand même, j'appelle ça plus un grand jacuzzi, quoi, sans les bulles, mais c'est un grand jacuzzi. Selon les ouvrages, il faut une demi-journée pour bien comprendre le temple de Karnak. Notre visite, elle, aura duré 1h30. Pas le temps de traîner, car notre guide a pris rendez-vous dans cette usine d'albâtre et de basalte. Seulement voilà, surprise, la fabrique est en fait un magasin. Nous faisons mine de vouloir acheter une statuette. Et notre guide est subitement très intéressé par notre choix. C'est une pièce unique, quoi. Mais très belle. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne qualité, toi qui connais? Bien sûr, c'est très très bonne qualité.
C'est excellent, moi je trouve. Franchement, tu as bien choisi. Toi, tu achèterais? Je te le jure, si tu la prends pas, moi je vais la prendre. Tu me la prends, tu me l'offres. Nous marchandons avec le vendeur. 150 livres au lieu de 180, 20 euros au lieu de 25, mais il refuse. L'affaire ne va pas se conclure, mais notre guide intervient encore. Faire un petit truc, parce que je connais les gens ici. Donc tu vas prendre aussi une petite pièce ici, en bas, tu paieras le même prix. C'est-à-dire que tu vas prendre Deux pièces. Deux pièces. Donc ta pièce et une pièce ici. Ouais. D'accord. Et tu paieras les 25 euros qu'il a demandé. Ça fait combien 25 euros? Ça fait 180. Mais au final, je paye plus cher. Non, Parce que moi, je peux payer 150. Oui, mais il ne veut pas la vendre à 150. Tu vois, moi je lui ai dit, si elle la prend, pour lui donner un autre cadeau avec. Donc de cette vitrine, tu vois, en bas. Tu peux te prendre un petit canard ou un petit chat. Moi je conseille, en fait, je te dis franchement, c'est très bien. Tu ne peux pas prendre plus intéressant que ça. Pourquoi notre guide a-t-il tant œuvré pour que la vente aboutisse? Ici, en Égypte, le sujet est sensible. Un homme a accepté de rompre la loi du silence. C'est un guide, lui aussi. Il nous a demandé l'anonymat pour protéger sa famille et son emploi. Tout ce qu'on voit là dans les magasins d'artisanat, c'est fabriqué en Égypte? Non, maintenant, c'est la majorité des choses qui sont fabriquées en Chine. En Chine? En Chine, oui. Même le tissu, celui, le jalabin, les petits... Et alors ça, les guides le disent aux touristes que c'est fabriqué en Chine? Non, ils ne disent pas. Parce qu'ils disent comme ça, peut-être le touriste ne l'achète pas. À l'abri des regards, c'est tout un système que l'homme va nous décrypter, celui des commissions. La commission, c'est comme un pourcentage des achats, de tout ce qui est l'argent qui paye le touriste. En fonction de ce qu'on achète, est-ce qu'il y a différents pourcentages de commissions? Celui dans le papyrus, le musée des papyrus, c'est presque 60%. C'est énorme. C'est énorme, oui, pour les guides et l'agence. Et pour les produits artisanaux? Produits artisanaux, c'est 50%. Ça veut dire qu'on paye 2 fois le prix normal? Peut-être plus. 3 fois presque, 3 fois, 4 fois. Par exemple, si elle paye 100 livres égyptiennes, il y a 40 pour l'agence et 20 pour le guide. C'est-à-dire le guide touche de l'argent quand il emmène quelqu'un dans ce magasin-là. Dans ces magasins-là, et l'agence aussi. Et l'agence à qui on a acheté le voyage aussi. Aussi, ouais. Mais à croire ce guide, il y a une grande nouveauté. Les agences de voyage ont trouvé encore une autre manière de faire du chiffre, avoir leur propre commerce. Les agences ne sont pas idiots, hein, pardon. Hein. Mais ici en Égypte, elles font leurs propres magasins, les grands magasins, parfumerie, bijouterie, tout ça. Les agences, elles ont les propres magasins. Mais comme ça, les clients, quand ils payent, quand ils achètent les choses, d'accord, l'argent, il rentre aux agences qui a vendu déjà les voyages. Dans l'oasis de Siwa, Sami, le créateur de circuits pour Nouvelles Frontières, poursuit son repérage. Il doit lui aussi trouver des activités à proposer à ses futurs clients. Est-ce que tu sais s'ils ont des casques? Non, pas de casque. Il n'y a pas de casque ici. Du casque de vélo aux itinéraires, il ne faut rien laisser au hasard. Il doit tout tester, même la balade à bicyclette. Ouais. On va pas forcément la faire entièrement à vélo, on va peut-être prendre une petite liaison, faire une petite liaison en 4x4. Mais il faut qu'on teste les vélos, il faut qu'on teste l'activité, qu'on teste l'intérêt de cette activité pour nos clients. Donc voilà, on en est là à faire du vélo à 9h du matin. À quelques mètres de là, Guillaume, son correspondant local, a entendu parler d'un artisan qui travaille les blocs de sel du lac voisin. Pour les touristes, peut-être une belle activité qu'il faut aller négocier. Vous le trouvez où, le sel? On va les chercher dans le lac Salé. On amène ici des blocs de sel et on les coupe avec les machines à la taille qu'on souhaite. Avec la pierre de sel, il te fait de beaux bougeoirs hein, de différentes tailles. Ouais, on a des plus petits là, d'accord. Voilà, des plus petits et aussi même des cendriers. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant dans ces cas-là? Vous négociez un tarif? Alors on négocie en tout cas, on lui demande son tarif
l'idée, c'est qu'ils ne se rémunèrent pas sur les ventes faites à nos touristes, à nos clients, mais qu'on le rémunère nous, le tour opérateur, en fonction des visites, tout simplement, pour que la situation soit beaucoup plus claire, beaucoup plus propre, de manière à ce que si personne n'achète rien, qu'ils soient quand même rémunérés pour le travail effectué. Et pourquoi pas un pourcentage sur les ventes? Parce que ça biaiserait la relation, ça biaiserait la visite. Et on pourrait venir ici régulièrement avec nos groupes pour 100 livres 12 €, c'est possible? On décide de ça tout de suite, messieurs? Ou on a un peu de temps pour réfléchir? Non, on peut en rediscuter. Il est en train de nous proposer de faire venir ces groupes voir notre activité. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon. Super. Donc là, on est sur une base de 150. Voilà, c'est une base de 150 livres. Voilà. 150 livres, ça fait combien? Pour passer une demi-heure, 1 heure, 150 livres, ça nous fait 20 €. Hein. Samy nous l'assure. Avec lui, pas question de prendre une commission sur les achats des touristes. Les vélos, ils sont pas terribles du tout. Hein. Enfin, les pneus sont quasi lisses, les freins, ça n'a pas l'air du tout de fonctionner. La chaîne, elle est bouffée par le sel. Bon, ça c'est Siwa, on aurait pu s'en douter. Mais il va falloir qu'on investisse, quoi. Hein. Oui. Ce n'était pas prévu, mais pour son nouveau circuit, le voyagiste devra donc déjà débourser 1 000 € pour des vélos. Mais à Siwa, les nouveaux touristes occidentaux que Samy Bailly compte amener ne font pas que des heureux. En quelques années, Siwa l'authentique s'est beaucoup développé. L'oasis est passé de 4 000 à 26 000 habitants. Mohamed est un petit commerçant et il a quelque chose à nous montrer à la périphérie de la vieille ville. Regardez là-bas, c'est la vieille ville avec la citadelle. Mais maintenant, ils ont commencé à bâtir en béton. Comme ça ou comme ça, là. Ou regardez comme ces immeubles. C'est pas beau, hein. C'est vraiment affreux. Les hommes d'affaires ont commencé à acheter des terrains à Siwa et ils construisent de nouveaux hôtels. Et ils espèrent bien faire une bonne affaire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux hôtels? C'est bien, ils essaient de faire de la qualité. Et c'est important pour l'emploi. Mais vous savez, j'espère qu'ici, ça ne va pas devenir comme à Sharm el-Sheikh. Je ne peux même pas y aller, moi, à Sharm el-Sheikh. Pourtant, je suis égyptien. C'est trop cher là-bas. Et puis, ça ressemble trop à l'Europe. Ce n'est plus l'Égypte. Voilà ce que redoute Mohamed, le tourisme de masse entre Luxor et Assouan. La vallée du Nil, c'est un peu l'autoroute du soleil. Les bateaux peuvent contenir jusqu'à 250 touristes et leur moteur fonctionne 24 heures sur 24. Au 3e jour, notre 4 étoiles lève enfin l'ancre. Ça tombe bien, certains passagers commençaient à trouver le temps long. Un bateau, c'est un hôtel après. Bah oui, de toute façon, c'est flottant. C'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils circulent très peu en fin de compte. Hein. Ah bon, ils marquent dans les guides? Ouais. Ils disent quoi? Qu'ils sont servis d'hôtel. Hein. Un bateau en fin de vie qui navigue très peu et des prestations où tout est en option. Au final, les extras peuvent quasiment doubler le prix initial du voyage. Nous profitons de la première escale pour quitter la croisière, car une femme nous a donné rendez-vous. Tiens Valentin, tu prends un sac. Cette femme, c'est Sarah. En général, on prévoit 2 ou 3 énormes sacs. Une Française qui habite Luxor depuis 14 ans. Regarde, prends ce gros sac là. Chaque semaine, Sarah Villermé emmène son fils. Il y en a encore là-bas, Valentin. Pour une récolte bien particulière. Surtout, on met la priorité au plastique. Bien là, en fait, le Nil était très haut. Il y a encore 1 ou 2 mois, cette île était complètement submergée. Quand le Nil est redescendu il y a à peu près une semaine, toutes les ordures sont restées sur le sol. Des papiers, des bouteilles, des boîtes de conserve. En quelques minutes, Sarah et son fils vont remplir un sac de 200 litres. Ces déchets, ce sont les poubelles des bateaux de croisière. On va continuer parce qu'il y a encore des tas de choses à ramasser là. Régulièrement, de petites embarcations incertaines viennent collecter les déchets stockés à l'arrière des gros bateaux. Mais à en croire Sarah, le système est loin d'être parfait. Quelquefois, l'arrière des bateaux est tellement plein en poubelle que les sacs tombent dans le Nil. Ça fait du dégât, le tourisme de masse, comme ça? Oui, bien sûr. Si un pays est prêt et que tout est prévu
usine d'incinération, ramassage des déchets, tout peut très bien être géré. Mais là, c'est une catastrophe à très court terme, très court terme. Sur le Nil, Sarah, elle aussi, a sa petite entreprise de tourisme. Mais elle ne vend pas de croisière sur des bateaux à moteur. Donc là, on a la cuisine. Tout est bon, chef, c'est OK? Tout est prêt? Tout est prêt? Qu'est-ce que vous allez leur faire aux clients à déjeuner? Des macaronis, des frites, salade de thon, salade à la grecque et des condiments mélangés. Très bien. Son credo, c'est la felouque, une petite embarcation à voile qui peut accueillir au maximum 6 personnes. Le tourisme version écolo, et ça marche. Il y a vraiment une très très grosse demande de ces croisières proches de la nature. Les gens passent 4 ou 5 jours avec le personnel, avec les Égyptiens. Il y a une grande recherche de contact avec la population. Lorsque l'on s'arrête dans les villages, on s'arrête partout. Les gros bateaux de croisière ne s'arrêtent pas. Des villages, des sites complètement inconnus du tourisme de masse. Pas de pollution et des déchets soigneusement déchargés dans les villages. Il y a maintenant près de 2000 felouks sur le Nil. C'est la grande tendance ces dernières années chez les professionnels du tourisme. Toujours se démarquer. Il y a ceux qui jouent sur l'écologie et ceux qui misent sur le passé. C'est un bateau unique, au charme suranné. Un bateau vieux de 130 ans, le seul qui circule à vapeur sur le Nil, avec propulsion à aube. Le steamship Soudan est la propriété d'un voyagiste français, voyageur du monde, depuis 7 ans. Meubles en rotin, ambiance feutrée, cuivre patiné et au restaurant, un service à l'ancienne et en uniforme. À bord, le directeur veille à tous les détails. Saïd, le rideau là. 18 cabines et 5 suites. Je vais vous montrer la plus jolie suite à bord. Voilà, c'est la plus large et la plus jolie suite. Meuble du 19e siècle, un espace entièrement habillé de bois brun. Voilà la salle de bain. Ici, la vapeur en cuivre. C'est ça les différences, le petit détail qui fait les Soudan complètement différents des autres bateaux sur le Nil. Ce n'est pas seulement la machine à vapeur, ce n'est pas seulement le service, même le petit détail, les savons, c'est des choses naturelles. Jouer sur le naturel pour attirer le client. Et Amir, le directeur, est décidément très fier de son bateau et de son bois. Voilà, regardez la différence, tout son poids. La terre, le couloir, les cabines, l'intérieur et l'extérieur, même le téléphone. Et le bar du Soudan a aussi acquis ses lettres de noblesse. C'est ici qu'a été tourné le film Mort sur le Nil, d'après le polar d'Agatha Christie. À quelques mètres de là, dans la suite d'Hercule Poirot, Nicolas et Sylvie. Bon, le sac à dos, non, c'est bon, on va prendre cette fois-ci, c'est bon. Ce sont 2 jeunes mariés rouennais en lune de miel. Je prends le petit appareil dans la poche. C'est chez vous alors ici? Oui, c'est chez nous pour 2 jours encore. C'est comment? Bah, c'est grand, c'est comme vous pouvez voir, c'est vraiment immense. Avec une vue bien dégagée. On a l'impression d'être dans un autre temps en fait, c'est un petit peu un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps de 700 à 1500 € tout de même pour 5 nuits par personne, repas compris mais sans les vols. Pourtant, le taux de remplissage du Soudan est déjà de 70%. Pour les créateurs de voyages, la tradition, c'est de plus en plus vendeur. Pour nous, le tour opérateur, c'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché.
c'est sûr. Pourquoi? Parce que les gens toujours cherchent le passé, et toujours avec le passé, le charme. Les choses sont très anciennes, sont aussi très charmantes. En fait, le Nil, c'est la ligne de partage de deux mondes. À droite, sur la rive ouest, une réalité que l'on montre rarement aux Occidentaux. Des villages qui n'ont pas bénéficié de la manne financière des touristes. Les habitants voient passer au loin les bateaux et aperçoivent les hôtels sur la rive opposée, car l'essentiel des touristes est cantonné à l'est. Et quand ils ne sont pas en croisière ou en visite, les étrangers sont sérieusement encadrés. Bonjour, j'ai 2 Français là. Ce sont 2 Français, des touristes, qui vont à la ville d'Edfou. Ce sont des images rares qu'il est normalement interdit de filmer. Pour se rendre d'une ville à l'autre, les étrangers sont obligés de suivre ces convois militaires. Impossible de se déplacer seul. Ce jour-là, avec notre chauffeur, nous faisons partie de la caravane de minibus et de voitures. Notre déplacement est encadré par seulement 2 véhicules de l'armée. Étonnamment, le convoi emprunte tous les jours le même itinéraire à la même heure, alors qu'officiellement, le dispositif est censé protéger les étrangers. Car en Égypte, les touristes sont la cible régulière d'attentats. 1997 balais d'hélicoptères et d'ambulances à Luxor. 58 touristes sont massacrés dans un temple. L'attaque a lieu à la mitraillette et au poignard. Elle est revendiquée par un groupement islamiste, la Jama Islamiyya. Juillet 2005, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh est secouée par une série d'explosions. Une 60aine de morts. Le tourisme, c'est la 2e source de revenus du pays après le canal de Suez. Le pouvoir égyptien veut donc rassurer les tour opérateurs. Et les convois sont aussi un bon moyen de canaliser les touristes trop curieux. Sur notre route entre Luxor et Assouan, nous sommes arrêtés à un contrôle de police. Mais surprise, l'officier a d'autres préoccupations que d'assurer notre sécurité. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Vous avez grillé un feu. Mais quel feu? Il n'y a pas de feu sur cette route. C'est honteux de mentir en plein ramadan. Moi aussi, je fais le ramadan. Allez, que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur vous. Vous êtes toujours obligé de payer comme ça? La sécurité et les bakshish sont omniprésents, jusque dans le désert. Just behind the dune. À Siwa, Sami Bailly, le voyagiste français, achève son repérage. C'est le clou du circuit qu'il veut lancer. 3 jours dans la grande mer de sable. Le désert, c'est aussi une zone militaire. Pour y amener de simples touristes, il faut une autorisation. Et là encore, au milieu de nulle part, des checkpoints. L'homme à droite au t-shirt violet nous escorte désormais. C'est un militaire, censé assurer notre sécurité, mais il n'est même pas armé. En septembre, 19 touristes ont été kidnappés pendant une semaine dans le sud de l'Égypte. On décide de faire 3, Sécurité, risque sanitaire, les voyagistes n'ont pas le droit à l'erreur. Ici, dans le désert, encore moins qu'ailleurs. Évidemment, on est loin de tout, il peut tout arriver, mais le fait de partir avec un voyagiste permet de limiter les risques, voire de tout simplement les éliminer. On a des conditions de sécurité sur lesquelles on ne rigole pas. On a fait le tour des véhicules tout à l'heure. Il y a l'eau, il y a énormément d'eau, toujours beaucoup plus qu'il n'en faut. Il y a un téléphone satellite à utiliser en cas de souci. Il y a une trousse de premier secours, encore une fois, à utiliser en cas de problème. Donc tout est très très bien calé pour qu'on puisse profiter du désert à fond. C'est superbe, hein? Ouais, vraiment. J'ai jeté un petit œil, rapproché un peu. Tu veux qu'on aille faire un tour? Ouais. C'est quoi l'enjeu de ce repérage, Sami? Alors, l'enjeu du repérage là, c'est d'abord de trouver des lieux de bivouac, parce que c'est primordial les lieux de bivouac.
D'une part, ils vont rythmer le parcours, et d'autre part, il faut que ce soit des endroits sympas, des endroits où on puisse se poser en fin d'après-midi et repartir le lendemain matin, et qui aient suffisamment d'intérêt pour occuper tout ce temps-là. Il ne manque plus que les tentes, quoi, pour la photo. Pour qu'on se rende vraiment compte. En termes d'intimité aussi, c'est sympa, quoi. Ça permet à chacun de se positionner où il veut. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas de risque que les gens se perdent, parce que ça, c'est quand même important. À partir du moment où il va faire noir, on ne sait plus où on est. Donc, quand on est dans un grand espace sablonneux, sans repère, c'est plus gênant. Bon. On continue? Bah oui. Bon, ça, c'est bon. On le garde? Moi, je suis pour le garder, hein. On le garde. Leur petit truc, notez soigneusement les coordonnées GPS de ce futur bivouac pour le retrouver facilement. C'est très bon. Hein. Le bivouac est monté et pour Samy, c'est l'heure des comptes. On avait prévu un prix public, c'est-à-dire un prix brochure de moins de 1500 €. Pour combien de jours? Et pour 11 jours. Et a priori, le voyage monté comme il est aujourd'hui va arriver à sortir à ce tarif. Selon nos calculs, la marge de nouvelles frontières sur ce nouveau produit sera d'au moins 20%. L'an dernier, 500 000 touristes français ont visité l'Égypte.